Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui, après un long silence depuis notre dernière vidéo consacrée à la peste noire, silence que je vous prie de me pardonner, nous allons entamer une nouvelle playlist pour survoler la médecine de la Renaissance, que nous allons d'abord essayer de définir. La Renaissance, terme que l'on doit à l'historien Jules Michelet, fut un mouvement artistique avant d'être scientifique, basé sur un retour à la nature et à l'antique, d'où ce nom de Renaissance, censé s'opposer à l'obscurantisme supposé du Moyen-Âge. Il faut bien préciser que cette Renaissance n'est pas issue d'une rupture, ni d'un reniement. Il n'y a d'ailleurs pas de rupture en histoire. Tous les événements s'enchaînent, sont liés les uns aux autres. Et encore moins d'un miracle, tel la Vénus de Botticelli, jaillissant des flots, qui symbolise volontiers cette Renaissance. Il s'agit plutôt d'une mutation lentement préparée par des artistes, des savants et des philosophes, symbolisée cette fois par la fresque de l'école d'Athènes de Raphaël. Nous avons déjà croisé un certain nombre de ces savants et de ces philosophes qui préparèrent le terrain et sur lesquels nous allons revenir, à l'exemple pour la médecine de Mondino de Luzzi, qui va annoncer Vésale. Nous pourrions citer aussi Henri de Mondeville, chirurgien des rois de France, Philippe le Bel ou Louis X le Hutin, ou Guy de Chauliac, tous les deux précurseurs d'Ambroise Paré, ou encore Léonicéo, le maître de Paracelse, dont nous reparlerons. Parmi les philosophes, il faut évoquer Abélard, qui remit en question le caractère sacré de la Bible, Robert Grossetête, dit aussi Robert de Lincoln, un érudit anglais, séculier mais proche de l'ordre des franciscains, et surtout son élève et disciple Roger Bacon, surnommé le docteur admirable, qui proposa l'expérience pour s'opposer à l'autorité. Citons aussi Thomas d'Aquin, surnommé lui le docteur angélique, qui tenta également, par le raisonnement et l'étude, de réconcilier la pensée antique avec les pères de l'Église pour sortir du dogmatisme médiéval. Sans oublier un peu plus tard en Italie, Dante Alighieri, qui fut d'ailleurs inscrit à la Corporation des médecins et des pharmaciens avant d'écrire sa Divine Comédie en exil. Pétrarque, également florentin, qui fit redécouvrir à ses contemporains le goût pour l'antiquité classique et qui s'opposa à Averroès. Citons aussi son ami Boccace, que nous avons évoqué à propos du Décaméron et sa description de la peste de Florence. Cette mutation survient néanmoins dans un milieu rendu propice par une série d'événements politiques, militaires, sociaux, religieux, avec toutefois des facteurs plus ou moins déclenchants. Nous avons vu également lors de nos vidéos précédentes en quoi consistait ce milieu propice, avec entre autres la fondation de l'école de Salerne, dont les professeurs migrèrent et diffusèrent les idées, notamment à Montpellier. Puis le développement justement de ces universités dans toute l'Europe, auxquelles nous avons consacré plusieurs vidéos. Développement dont le corollaire fut la laïcisation du corps médical, d'abord des soignants, puis de l'administration, grâce aux différents conciles dont nous avons parlé. Développement qui se fit grâce à la bulle papale de 1231 de Grégoire IX, qui accorda à l'université de Paris des privilèges pour lui assurer son indépendance vis-à-vis du roi, mais aussi des évêques. Dès 1255, je vous rappelle que la faculté de Paris mettait Aristote à son programme, rendant accessibles des textes comme l'éthique, la physique ou la métaphysique, qui apportaient une réponse rationnelle aux problèmes de l'humanité, du moins une réponse différente de la révélation judéo-chrétienne. Idem pour l'Italie avec les universités de Bologne et de Padoue, et là je vous renvoie au rôle du Padouan Pietro d'Abano, l'un des principaux contestataires de l'ordre établi, contestation au sens large qui sera, nous le verrons, le point de départ essentiel de cette Renaissance. Je vous renvoie aussi à la place centrale de Frédéric II de Hohenstaufen, qui favorisa les sciences en général, et la médecine en particulier, en rendant obligatoire l'étude de l'anatomie par une ordonnance en 1240. Enfin, pour ce qui concerne les nombreux facteurs déclenchants, je vous renvoie au rôle fondamental de la peste de 1348 et avant elle aux famines de 1315 et de 1317, mais aussi à la guerre de Cent Ans
avec l'apparition de nouvelles armes à feu, comme les arbalètes, qui vont modifier les techniques de combat, mais aussi la pratique de la chirurgie. Je vous renvoie aussi au rôle du schisme d'Occident en 1378, avec la double élection d'un pape à Rome, Urbain VI, et à Avignon, Clément VII, qui remit en question de nombreux dogmes, sans oublier bien sûr le déclin de l'islam et par là même de sa médecine, et le rôle de la Reconquista dans les transferts d'idées et de savoir. Cette époque de la fin du Moyen-Âge correspond avant tout, autant pour l'art que pour la médecine, à une recherche profane du bonheur après les grandes épidémies de peste et la soumission à Dieu du mouvement monastique. L'intransigeance de l'Église à la fin du Moyen-Âge, avec les ordres mendiants, que ce soit celui des dominicains, fondé par Dominique de Guzman, ou celui des franciscains, de François d'Assise, qui se posaient en véritables censeurs des corps et des âmes, ont joué un rôle certain dans la remise en question des idées reçues, tant dans le domaine spirituel que social. L'apogée de cette censure ayant été atteinte par la création de l'Inquisition en 1233, toujours par Grégoire IX. Censée être un rempart contre les périls qui menaçaient la chrétienté, l'Inquisition va en fait en précipiter la remise en question. Elle était surtout la preuve de l'incapacité du pouvoir papal de se réformer de l'intérieur. L'homme de cette fin du XVe siècle ne voulait plus se poser uniquement par rapport à Dieu, mais aussi par rapport à lui-même. Il voulait embellir son existence par les arts et témoigner de son génie par les sciences. La Renaissance peut d'ailleurs être vue comme la naissance de l'individualisme. L'individualisme prime désormais sur le groupe, à l'exemple d'Érasme quand il écrit « Je ne pense à rien d'autre dans la profondeur de mon âme qu'à obtenir pour moi autant de savoir possible, et c'est pourquoi je méprise intensément ce qui est commun, car j'ai vu depuis longtemps la folie des foules. » Avec ce bouillonnement qui gronde, l'Église va désormais avoir plus de mal à maintenir le troupeau dans son enclos, et les brebis égarées vont se multiplier dans tous les domaines, et nous verrons au cours des vidéos de cette playlist combien les destinées médicales vont illustrer ce besoin de liberté, parfois au risque de leur vie, comme pour Michel Servet, ou de leur richesse, comme pour Paracelse. La date du début de la Renaissance dépend logiquement de celle que nous avons choisie pour la fin du Moyen-Âge, la plus communément admise étant 1453, la prise de Constantinople, ou alors 1492, la découverte de l'Amérique, qui est, je vous le rappelle aussi, la date de la prise de Grenade. Mais il s'agit d'un choix arbitraire, d'autant que la Renaissance artistique italienne va commencer bien avant avec Giotto, dont l'œuvre se caractérisait déjà par un souci de vérité vis-à-vis de la nature, une approche réaliste de l'art dont allait très rapidement bénéficier la médecine et notamment l'anatomie. Cet épanouissement fut général en Occident, mais il se déroula à des périodes différentes selon les pays, avec un réveil plutôt rapide en Italie, et notamment à Florence, le berceau de la Renaissance, puis plus tardif et progressif en France, en Allemagne, en Angleterre, et bien sûr selon les disciplines, la littérature et les arts s'étant éveillés d'une manière générale avant les sciences, qui vont connaître une véritable épidémie de la pensée, par analogie avec l'épidémie de peste que nous avons évoquée. 3 grandes causes peuvent être avancées pour expliquer cette nouvelle épidémie, qui va se propager en Europe occidentale. La diffusion de la connaissance, même, comme nous l'avons vu, sur un terrain propice. La découverte de nouvelles terres. Et enfin, la remise en cause des dogmes du passé, mais là aussi sur des esprits préparés. La diffusion de la connaissance s'est d'abord faite par l'enseignement verbal dans les universités, avec le développement de la scolastique, dont le dessein était d'atteindre la vérité par le raisonnement, mais le dessein seulement, car on a vu son caractère sclérosant et qui va d'ailleurs s'effacer devant la rhétorique. Raison pour laquelle certains esprits vont essayer de s'en libérer, comme Arnaud de Villeneuve, médecin, alchimiste, chirurgien, mais aussi théologien dont l'universalité de la pensée allait aboutir à un humanisme précurseur de la Renaissance, qui lui vaudront d'ailleurs quelques démêlés avec les autorités religieuses. Je vous rappelle qu'Arnaud de Villeneuve, qui a donné son nom à un hôpital de Montpellier,
fut l'un des principaux artisans de l'organisation d'un enseignement médical à l'université de cette ville, et qu'il ajouta l'esprit animal aux 4 humeurs d'Hippocrate, le spiritus animalis, qui siège dans le cœur, et diffuse dans tout le corps comme les rayons du soleil, nous renvoyant aux relations entre le microcosme humain et le macrocosme de l'univers. Mais bien sûr, la diffusion de la connaissance va surtout se faire par les livres. D'abord, les livres manuscrits, puis imprimés. Existait en effet à l'époque, dans les milieux lettrés, une véritable chasse aux manuscrits, et ce dans toute l'Europe. Parmi eux, le Poge, et je vous renvoie ici au livre passionnant de Stephen Greenblatt, Quattrocento, ce genre de livre qui donne l'impression au lecteur d'être intelligent. Je vous renvoie aussi à Thomas de Sarzane, le futur pape Nicolas V, peint ici par Rubens, et qui découvrit à Milan un exemplaire de Cels, auteur romain du IIe siècle, qui écrivait en grec ancien, et qui était peu ou pas du tout connu du monde savant de l'époque, mais qui, bien sûr, n'a aucun secret pour vous grâce à Istomède. Alors que le Moyen-Âge ignorait la philologie, les universités, d'abord en Italie puis en France, vont en effet promouvoir l'étude du grec et du latin classique, clé indispensable pour accéder directement à la compréhension de ces textes anciens sans passer par les traductions arabes. La Rome antique allait renaître à travers les cités italiennes et le latin, restitué dans sa pureté cicéronienne, va supplanter le jargon des moines ignorants. Après la chute de Byzance, prise par les Ottomans, en mai 1453, Sainte-Sophie fut transformée en mosquée et Constantinople prit le nom d'Istanbul. Cette défaite de l'Occident va entraîner la fuite d'érudits vers l'Italie et les manuscrits qu'ils emmenèrent avec eux vont participer à la Renaissance florentine sous la bienveillance de Côme de Médicis puis de son petit-fils Laurent, qui va donner son ampleur au mouvement platonicien avec Marsile Ficin, traducteur de Platon, et Pic de la Mirandole. Pour Ernest Renan, cette migration intellectuelle, qui va opposer Florence l'humaniste à Padoue la scientifique, va permettre à cette dernière de se libérer d'Aristote et de la scolastique, mais aussi de l'influence d'Averroès, en redécouvrant les auteurs grecs dans leur langue d'origine. Cette redécouverte des textes dans leur version originale grecque et non plus par les traductions latines, des traductions arabes, par voie sujette à critique, le fameux téléphone arabe, fut l'œuvre en médecine de Niccolò Leoniceo dont nous avons parlé. Professeur de mathématiques, de philosophie et de médecine à Ferrare, traducteur de Galien et d'Hippocrate, Leoniceo va souligner en effet les erreurs dans les traductions romaines et arabes, et notamment dans les descriptions des plantes, soulignant ainsi le risque encouru en thérapeutique. Pour Leoniceo, qui aura d'ailleurs Paracelse parmi ses élèves, Avicenne avait même corrompu les textes grecs. Ce médecin peu connu fut l'un des premiers à étudier la syphilis, qu'il ne considérait d'ailleurs pas comme récente, la différenciant de la lèpre et de l'éléphantiasis, et souligna son caractère contagieux. Cet amour des livres, d'abord en manuscrit, comme nous venons de l'évoquer, recopié par des armées de copistes, va bien sûr se trouver démultiplié par la découverte de l'imprimerie. Cette découverte de l'imprimerie par Gutenberg est donc datée vers 1450, avec la célèbre Bible en velin à 42 lignes qui nécessita 170 veaux. Mais elle ne joua néanmoins son véritable rôle de diffusion qu'à la fin du XVe siècle, avec l'utilisation du papier venu de Chine, pour atteindre 20 millions d'incunables, c'est-à-dire de livres imprimés avant 1500, chiffre incroyable quand on sait que la plupart des 100 millions d'Européens de l'époque étaient illettrés. Dans le domaine médical, vers 1475, la bibliothèque de l'Université de Paris possédait environ une centaine d'incunables en latin. Toutes les grandes villes universitaires allaient posséder ces imprimeurs, qui étaient non seulement de bons techniciens, à l'instar du recteur Fichet, qui fit installer une imprimerie à la Sorbonne dès 1470, en faisant venir des pressiers formés à Mayence, dans l'école de Gutenberg, mais aussi et surtout des érudits, ce qui aura d'ailleurs son importance dans le choix de leurs publications. Il faut d'ailleurs souligner ici le rôle de l'éditeur vénitien Aldo Manus, né d'ailleurs en même temps que l'imprimerie, en 1450, qui fut à l'origine des éditions Princeps de Galien et d'Hippocrate,
d'ailleurs avec la contribution de Léonicéo. Citons aussi Johann Froben à Bâle et bien sûr Charles Estienne, dont nous reparlerons puisqu'il fut aussi un anatomiste réputé de Paris. À la fin du XVIe siècle, on comptait pas moins de presque 600 éditions imprimées des œuvres de Galien. Sans oublier que les illustrations des ouvrages de zoologie, de botanique ou d'anatomie allaient s'attacher à plus d'exactitude et s'éloigner autant des maladroites figures médiévales que le caractère d'imprimerie se distinguait de la cursive parfois aléatoire du moine copiste. L'anatomie, science descriptive s'il en est, comme le déclara Vézal dans la préface de la Fabrica, publiée en 1543. Les illustrations ne placent-elles pas sous les yeux l'objet lui-même avec une intensité plus grande que le discours le plus explicite? L'art de la Renaissance va d'ailleurs être marqué par des progrès techniques de la gravure avec, au milieu du XVe siècle, la mise au point de la gravure en creux sur métal, notamment le cuivre, qu'on appelle taille douce, et qui va prendre le relais, mais sans le remplacer partout, de la gravure sur bois en relief, dite en taille d'épargne, pratiquée au Moyen-Âge. Le premier ouvrage médical sorti des presses semble être le calendrier des saignées et des purgations, imprimé à Mayence en 1457. Et il faut savoir que Cels, publié à Florence en 1478, va précéder Galien qui ne sera publié qu'en 1483. Autre raison majeure à l'origine de la Renaissance, les découvertes des nouvelles terres. En effet, Marco Polo vers la Chine, Bartolomeo Diaz vers le cap de Bonne-Espérance, Vasco de Gama en Inde, Magellan et surtout Christophe Colomb vont être à l'origine de la découverte de nouveaux territoires qui eurent une influence considérable sur l'histoire du monde en général et de la médecine en particulier, avec la découverte de nouvelles plantes aux vertus médicinales comme le quinquina ou l'ipica, ou la découverte de nouveaux animaux et surtout de nouveaux peuples dont on ne savait pas trop d'ailleurs au début s'il s'agissait d'hommes ou d'animaux, question essentielle pour l'époque où il faut souligner le rôle du dominicain Bartolomeo de Las Casas qui se fit le défenseur des indigènes, et là je vous renvoie à un autre livre qui donne aussi l'impression d'être intelligent, La controverse de Valladolid, roman historique de Jean-Claude Carrière, paru en 1992 et au téléfilm réalisé la même année. Cette découverte de nouvelles populations fut aussi et surtout le point de départ d'une mondialisation des maladies. La variole tua la moitié des Aztèques, tandis que d'autres maladies, comme la rougeole, exterminèrent les 9/10 de la population d'Amérique avant la fin du XVIIe siècle. En échange, nous importâmes peut-être la syphilis à laquelle allait s'intéresser Fracastor pour découvrir la notion de contagion. Par ailleurs, la flambée de l'esclavage, secondaire à la découverte de ces nouvelles terres, est quelque part finalement la conséquence du résultat de la controverse de Valladolid que nous avons évoquée, va amener en Amérique paludisme et fièvre jaune. Mais surtout, la découverte de ces nouvelles terres contredisait les écrits anciens qui avaient figé le monde autour de la Méditerranée et, accessoirement, de l'océan Indien, ce qui nous amène à la troisième grande cause de l'émergence de la Renaissance, et sans doute la plus importante, la remise en cause des dogmes du passé. Les grandes découvertes maritimes avaient en effet remis en cause les connaissances géographiques, mais aussi entraîné de nouvelles observations dans des domaines de la physique ou de l'astronomie, derrière Nicolas Copernic, qui mit à mal le géocentrisme de Ptolémée en mettant le Soleil au centre de tout, l'héliocentrisme. Ces découvertes eurent l'immense mérite de montrer que les anciens pouvaient se tromper. Cela était vrai en astronomie, mais aussi dans d'autres domaines. Ainsi, en architecture, les manuscrits de Vitruve, découverts en 1414 et imprimés en 1486, montrèrent le décalage entre théorie et pratique. Ce doute, qui s'installa dans les esprits, n'était pas sans risque pour l'Église et les universités, car elle entraîna logiquement la remise en cause des grandes idées qui avaient figé les siècles précédents et anticipant le déchirement religieux de la Réforme qui allait prôner le retour aux écritures offertes à la libre interprétation de chacun et le rejet des certitudes
légués par la tradition. Ce conflit moral entre les autorités religieuses et à moindre importance scolastique dans les universités fut à l'origine de la naissance de l'humanisme dont nous reparlerons à propos de François Rabelais, médecin et philosophe, dont les écrits montrent bien ce besoin de renouveau. Le temps, écrivit-il, était encore ténébreux et sentant l'infélicité et calamité des Goths qui avaient mis à destruction toute bonne littérature, mais par la bonté divine, la lumière et dignité a été de mon âge rendue aux lettres. Ce mouvement critique va déboucher logiquement aussi sur une remise en question de la sainte trinité de la médecine, Hippocrate, Avicenne et surtout Galien. Remise en question du médecin de Pergame ne signifiant néanmoins pas un reniement, la plupart des médecins de cette période restant en effet très attachés aux maîtres anciens, tant sur le plan diagnostique que thérapeutique. La pratique médicale va d'ailleurs très peu se modifier pendant cette période, et comme nous le verrons, il n'y aura pas véritablement de révolution en médecine pratique. Ce qui est logique puisque nous avons défini la Renaissance comme un retour au texte antique. En délaissant Galien et la pensée cnidienne, qui accordait plus d'importance aux maladies qu'à l'observation, la Renaissance allait néanmoins surtout redécouvrir Hippocrate et l'adapter à de nouvelles réalités en médecine clinique, en ouvrant la voie à un examen plus attentif des malades. Les plus importantes avancées de la Renaissance en médecine vont surtout concerner l'anatomie, à laquelle Histomède va consacrer pas moins de 4 vidéos. L'une sur l'état de l'anatomie à la fin du XVe siècle, évoquant notamment la légende de l'interdiction de la dissection pour des causes religieuses et la place des artistes dans ce renouveau de l'anatomie, une sur l'inclassable Léonard de Vinci, une sur l'incontournable Vézal, et une dernière sur ses successeurs. Les plus grandes innovations médicales de l'époque vont concerner la chirurgie que nous aborderons en nous intéressant à Ambroise Paré. Une deuxième vidéo sera consacrée aux chirurgiens de l'époque, et notamment les chirurgiens ambulants. À côté de l'anatomie et de la chirurgie, la matière médicale fut la source des plus remarquables découvertes pendant la période de la Renaissance, avec entre autres 3 vidéos. La première, évoquant la place de la pathologie infectieuse. La seconde sera consacrée aux travaux de Fracastor et la notion de contagion. La troisième sera consacrée à Paracels et à la naissance de la chimie médicale. Quelques défenseurs de la pratique médicale galénique, enfermés dans le carcan dogmatique, seront néanmoins à l'honneur dans une vidéo, à l'exemple de Fernel. Quelques contestataires aussi, notamment à travers une vidéo consacrée à la notion d'humanisme et à la personnalité attachante de François Rabelais. Nous terminerons cette playlist sur la Renaissance en résumant l'exercice de la médecine à la fin de cette période, dont la date de fin est d'ailleurs aussi arbitraire que son commencement, mais que l'on peut situer au début du XVIIe siècle avec les grandes découvertes en physiologie, qui sera l'objet d'une nouvelle playlist. Playlist à voir bien sûr sur Histomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.